Bonjour à tous et merci de vous joindre avec nous pour le programme mensuel des Midis Conservation du réseau de milieux naturels protégés. Je m'appelle Laura, je suis la chargée de projet en formation et renforcement des capacités ORMN et je vais être la modératrice du webinaire aujourd'hui. Bienvenue dans notre salle virtuelle. Le RMN est un organisme à but non lucratif qui a pour objectif de protéger l'environnement pour le bénéfice de tous en soutenant et en encourageant la conservation volontaire des milieux naturels partout au Québec. Donc, on regroupe plus de 70 membres, dont la majorité sont des organismes de conservation. Et on dessert également près une centaine d'organismes et autres partenaires, en plus de l'ensemble de la population québécoise ayant à cœur la protection des milieux naturels. Donc, on organise cette série mensuelle de webinaires depuis 2015 afin de renforcer les compétences des acteurs de la conservation via des meilleures pratiques et donc vous informer aussi sur des programmes et des actualités en lien avec la conservation. Donc, avant de préciser exactement le webinaire d'aujourd'hui, juste quelques notes sur le déroulement de la conférence aujourd'hui. Donc, comme vous pouvez le voir, il vous est impossible d'utiliser vos micros en ce moment et votre caméra. Ils sont donc fermés pour ne pas avoir d'interférence. Donc, si vous avez besoin des précisions sur un propos ou vous avez des questions pendant la conférence, pendant le webinaire, on vous invite à en faire part dans la boîte chat qui est située à droite de votre écran. Et je vais pouvoir prendre donc les questions et les commentaires qui ont été écrits pour les poser au moment opportun à nos conférenciers aujourd'hui. Donc, vraiment, n'hésitez pas, vous pouvez poser vos questions pendant la conférence et pas seulement à la fin, ce serait même apprécié. Donc, voilà pour les questions. Donc, voilà, aujourd'hui, nos intervenants invités sont Régent Dumas et donc Dan Nisha. Donc, je suis très curieuse et vraiment intéressée d'entendre sur les différentes phases du projet de restauration du boisier des terres noires, qui est notre sujet de conférence aujourd'hui. Donc, cette présentation va présenter comment ce qui fut pendant un temps un peu perçu comme un dépotoir des fonds de champ est devenu un milieu naturel accessible à différentes communautés. Donc, le boisier des terres noires illustre bien la double connectivité d'une aire de conservation, donc pour les humains et pour la nature. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à nos conférenciers qui vont pouvoir vous en dire beaucoup plus. Merci beaucoup, Laura. Et Dan et moi, d'abord, je vous présente Dan Nisha, que plusieurs de vous connaissez, qui est professeur à l'UQAM, associé au Centre d'études de la forêt, puis qui a une connaissance vénérable en matière d'écosystèmes forestiers. On va essayer de... D'abord, merci de prendre votre temps de dîner avec nous. On va essayer de bien vous nourrir, au moins vos neurones. Hey, moi, je vais présenter Régent. Régent, c'était quelqu'un qui porte multiples chapeaux. Quelques-uns le connaissent du ministère, mais ils viennent ici aujourd'hui comme représentant de fiducie de conservation des écosystèmes de la Lanaudière, un groupe qui est vraiment les cœurs, la bonne place pour essayer de conserver et restaurer les milieux du sud de Québec. Et les gens étaient un des fiduciaires et quelqu'un qui est tellement passionné, qui le temps qu'il investit de s'assurer qu'il va voir les legs. Moi, je l'ai souvent pensé un peu comme l'homme qui plantait les arbres, qui fait quelque chose pour les générations futures, sans beaucoup de réflexion à qu'est-ce qui, lui, personnellement, il va retirer, mais qu'est-ce qu'il va laisser pour les générations futures. Donc, je laisserai Jean continuer avec la présentation. D'accord, merci Dan. Donc, je vais commencer. On va vous présenter d'abord le contexte de l'écosystème, ensuite la restauration comme telle, le volet recherche, puis terminer en enchaînant sur la transmission de la connaissance, la double connectivité, comme Laura l'a expliqué, et le futur du projet. Juste un petit clin d'œil, j'ai caché à Dan que je mettais cette photo-là, donc qui était prise avant les débuts du projet, puis on pourrait dire que c'est une tâche qui est
d'entreprendre la restauration du boisé, c'est une grande tâche pour un seul homme. Peut-être même qu'une femme seule n'y arrive pas. Donc, on commence par la fin, par le générique en parlant de l'équipe de travail qui est diversifiée, là, autant les fiduciaires, l'équipe de la fiducie qui est très axée sur le bénévolat, les professeurs, les étudiants, les assistants de recherche de l'UQAM qui sont appuyés, comme vous le voyez, par de nombreux partenaires financiers et collaborateurs sur le terrain. Maintenant, le contexte de l'écosystème sur lequel on travaille, là, juste un petit peu de recul. Ici, on voit l'exercice de planification écologique qui a été fait dans le sud de la Naudière, donc pour le secteur des basses-terres. Ce que vous voyez en vert, les grandes taches, ce sont les noyaux de conservation qui ont été identifiés avec des corridors de connectivité qui sont essentiellement les cours d'eau. Et vous voyez le boisé des terres noires, cet écosystème-ci, 1000 hectares, qui est comme noyé dans la plaine agricole. Maintenant, si on regarde sur Google Maps, là, vous voyez ici cet écosystème-là, puis on voit bien comment est-ce qu'il est englobé de terres surtout agricoles. Et si on regarde d'un petit peu plus près, bien, le terrain dont on va vous parler, c'est celui qui est situé ici, donc dans la partie nord-est de l'écosystème, un terrain de 37,4 hectares qui est une tourbière qui a été exploitée pour la Terre Noire durant les années 80. Si vous regardez encore d'un petit peu plus près, bien, vous pouvez deviner que le milieu n'est pas tout à fait intègre écologiquement. Là, on peut voir les traces ici de canaux de drainage agricole et les traces d'extraction de la terre noire qui sont encore bien visibles, pas juste au désert, mais aussi au sol. Donc, on est en bordure d'une tourbière. Ce que vous voyez en jaune ici sont les sols minces. Donc, la tourbière commence au début du terrain et à l'extrémité ouest, déjà, on est rendu avec 4 mètres de matière organique. Maintenant, si on regarde le type écologique, c'est ormet à frein noir. Juste un petit message ici, là, que quand on travaille dans une ormet à frein noir, ça ne veut pas dire que c'est de l'orme et du frein noir, mais c'est le type écologique. Déjà, on sait que ce sont deux espèces avec lesquelles on a un petit peu moins d'avenir présentement. Si on regarde maintenant la distribution des espèces exotiques envahissantes, des plantes, il y en a principalement 3 en présence qui ont en fait colonisé la majeure partie du terrain qui avait été exploité. Là. Donc, ce que vous voyez ici, la partie est, c'est soit du naprin bourdaine, soit du roseau commun, génome envahissant, ou de l'entrisque des bois. La partie qui se trouve à être, on va dire, intacte écologiquement, c'est la partie qui est à l'est, qui est une tourbière arbustive. C'est un milieu qui est dégradé, mais quand même qui a une certaine biodiversité. Donc, on a recensé au fil des dernières années avec les inventaires 19 espèces de mammifères, 11 soit amphibiens reptiles, 78 espèces d'oiseaux, principalement durant la période de nidification. Et bien que ce soit une sous-évaluation dans les capteurs, les suivis qu'on fait des insectes, on a au moins 65 espèces d'insectes. Et de tout ça, on a 7 espèces qui sont soit à statut ou en difficulté. Le volet protection, d'abord, c'est un terrain qui a été acheté par EXO, entièrement l'AMT, comme mesure de compensation dans le cadre du train de l'Est, donc 2015, a été cédé à la fiducie et protégé à perpétuité par l'acte de fiducie en 2017 et qui est en instance de recevoir le statut de réserve naturelle en milieu privé. Les problématiques, comme on a pu voir, il y a un réseau de fossés de drainage qui est assez bien développé. La matière organique a été extraite sur jusqu'à 1 mètre de profondeur, ce qui
pour effet d'abaisser le niveau du terrain au niveau de la nappe phréatique. Et ça, c'est extrêmement important à savoir puisque en restauration, une des manières principales d'intervenir, c'est avec les plantes. Et si on veut implanter une végétation ligneuse et qu'on directement au niveau de la nappe phréatique, c'est problématique. Comme on a vu, les superficies sont colonisées par des espèces exotiques envahissantes et on a aussi un effet beaucoup plus grand d'échelle de drainage périphérique aux fins agricoles. Maintenant, la restauration, les objectifs sont de restaurer une tourbière qui est fortement dégradée pour améliorer la biodiversité, en sous-objectif de rétablir les fonctions écologiques du milieu, d'améliorer les connaissances pour développer des nouveaux modèles de restauration et de développer en parallèle à ça ou à partir de ça un programme éducatif et participatif qui permet aux gens pas juste d'en apprendre, mais de développer un sentiment d'appartenance au milieu. Et là, quand on parle de sentiment d'appartenance, ce qu'il faut comprendre, c'est que la restauration, dans le fond, on part de ça et de ça pour tenter de faire ça. Ici, c'est pour ceux qui le connaissent, là, ce sont les tourbières de la Noret qui présentent un milieu analogue à ce qu'on tente de restaurer au Boisé des Terres Noires. Les concepts de restauration, d'abord, c'est de réaménager la topographie pour nous permettre d'intervenir avec des plantes ligneuses, des arbustes. Donc, remonter le niveau du sol et en remontant le niveau du sol, il faut bien prendre la terre à quelque part. C'est un peu compliqué d'aller ramasser toute la terre qui a été sortie de là puis vendue il y a 40 ans puis d'aller cogner à la porte des gens pour leur expliquer qu'on veut avoir la terre. Donc, ça pour effet de créer des mares de diverses tailles, rétablir un couvert arborescent et arbustif diversifié. On a 28 essences avec lesquelles on intervient, qu'on a choisi selon les peuplements qu'on observait dans les milieux périphériques. Et on implante une gradation qui passe de marécage à tourbière, donc érablière rouge à sapin, sapinière à érable rouge et tourbière arbustive. On a des contraintes importantes comme on a dit, là, toute la matière organique était perdue, les espèces exotiques envahissantes, donc on tente le plus possible de se rapprocher du milieu d'origine et ces travaux-là ont nécessité les autorisations à la fois municipales de la CPTAC et du ministère de l'Environnement en vertu de la LQE. Maintenant, on va, et là, je vais essayer de passer assez rapidement sur la restauration, mais quand même donner des bons brins d'explication. Ce que vous voyez en bleu, ce sont les superficies excavées. En brun, ici, le pourtour du matériel qui a été déposé pour pouvoir rehausser le terrain, pouvoir planter. Ici, à petite échelle et ici, à plus grande échelle, où est-ce qu'on a rehaussé les superficies qui sont en verte ici, à même ce qui est en bleu, ce qui a été excavé. Ignorez la partie qui est ici, là, il n'y a pas eu d'excavation. Ici, déjà là, on rentre dans une restauration beaucoup plus fine. Alors, en gros, on passe de marécage à tourbière. On passe d'un risque faible à un risque beaucoup plus élevé d'échec parce que les tourbières sont des plantes de beaucoup plus petite taille. C'est beaucoup plus difficile de l'implanter dans un milieu envahi par le phragmite. Et on passe d'aménagement à restauration. Donc, si on passe en revue ce qu'on a fait, d'abord un grand ménage et de grandes corvées, initiation d'enfants aux travaux forcés, quand même c'est bien de savoir ce qui nous attend dans la vie. Donc, déroulement de membranes dans des endroits stratégiques en bordure pour éviter le réenvahissement à partir des propriétés limitrophes. Réaménagement du terrain avec des pelles mécaniques pour nous donner une petite idée de à quoi ça peut ressembler. Là. Ici, on a une vue en drone, donc avec les pelles qui excavent et placent la terre sur le côté pour rehausser ça au niveau d'origine de part et d'autre. Donc, c'est vraiment un travail assez fin puis de collaboration entre les opérateurs de pelles dont on a été choyés d'avoir des gens de grand talent. Pose de nattes de coco dans des endroits un peu plus instables. Là, en pratique,
ça n'a pas été quelque chose de vraiment nécessaire. On a pris cette précaution à certains endroits. Et la plantation. Plantation où est-ce que chaque arbre est identifié, chaque endroit, l'essence et la distribution est identifié individuellement. Il y a un gros travail de préparation du matériel de protection. Ici, ce sont les membranes résistantes aux phragmites. Le dégagement des zones de plantation, ça prend un certain temps. Il faut quand même garder des arbres en vie dans la pépinière. Et ici, vous avez les planteurs qui font le travail. On a une idée ici du patron de plantation. C'est des densités entre 1000 et 2000 tiges à l'hectare. Et c'est quoi ça ressemble, ce à quoi ça ressemble, pardon. Donc, à certains endroits, on a regroupé des plants avec des espèces comme aronie sur rouge, ce qu'on appelle les îlots fruitiers, mais en général, les arbres sont vraiment dispersés avec chacun leur protecteur individuel pour donner cet aspect-ci. La protection est vraiment très importante. Là. Dan va aborder la question, donc il faut penser que c'est rongeur, lapin queue blanche, lièvre d'Amérique et cerf de Virginie. Donc, ça nécessite d'avoir des protecteurs qu'il faut hausser à mesure que l'arbre va croître. Donc, les protections sont montées jusqu'à 7 pieds de hauteur lorsque l'arbre le nécessite jusqu'à temps qu'il soit libre de croître, puis après ça, on enlève les protecteurs. Ce que ça donne maintenant, comme on va dire image avant-après, ici, il va y avoir une année d'écart entre les photos qu'on va voir, donc septembre 2017, septembre 2018, où on voit ici les étangs et les dépôts qui se trouvent à mimer ce qu'on retrouve dans les marécages, l'espèce de microtopographie où est-ce qu'on peut planter sur le dessus des buttes. Les étangs ayant été concentrés dans des endroits où il y avait des pressions. Un autre secteur ici, avant, on peut voir mer de phragmites avec, au bout de 40 ans, quelques maigres bouleaux gris qui arrivent à pousser. Et ici, avant travaux, donc la zone d'excavation et les zones ici où on a rétabli le niveau d'origine, soit au centre ou en périphérie. Donc, Dan, je te passe la parole et je vais attendre ton signal pour le changement de diapositive. Parfait. Tu peux continuer, oui. Donc, comme les gens ont mentionné, c'était Exo qui a inhérité ou qui a acheté ce terrain-là comme compensation et nous a mandaté au début de commencer un projet de renaturalisation, c'est-à-dire un établissement d'un couvert forestier avec l'hypothèse que les arbres vont créer une ombre qui va nuire à la colonisation de phragmites, mais on peut voir que la phragmite dans cette photo avec une des étudiantes sur le projet peut être un combat assez difficile à voir et que tantôt on va voir aussi que le terrain qui a été travaillé depuis les années 80, il y a certains endroits où la phragmite s'est installée de façon féroce comme ça, et ailleurs où c'était moins problématique. Donc, notre mandat, créer un couvert forestier et expérimenter différentes façons d'y arriver. Prochaine. Donc, les objectifs, c'était d'évaluer différents traitements de lutte contre le phragmite. Et il y a beaucoup de membres qui ont l'expérience. Ce qu'on a voulu faire, c'est documenter le succès dans un milieu trop tourbeux parce que beaucoup de travaux faits autrement étaient faits sur les sols plus minérales. Donc, de voir quelles pratiques se prêtent bien à ces sols organiques. Et pour la partie plantation, c'est d'évaluer vraiment le fait de planter différentes densités et compositions d'arbres avec les idées que des compositions plus diverses peuvent être plus résilientes à d'autres menaces dans l'avenir, comme les changements climatiques ou d'autres espèces qui vont envahir. Prochaine.
Donc, les différents traitements, on a fait ici, et je vais revenir à ça avec d'autres exemples, mais les buts et les siams, ce qui n'était pas nécessairement prévu initialement, c'est en créant les siams, on a cassé aussi les rhizomes des phragmites. Il y a quelques personnes qui ont suggéré que c'était peut-être dangereux de les casser, peut-être qu'ils vont se propager plus. Donc, ces sites-là où on a fait les siams de creusage de sol étaient beaucoup plus profondes que beaucoup d'autres traitements. Le pose du géotextile avec l'idée que le fragment ne pousse pas à travers. Donc, il y a beaucoup de sites de plantation où le fragment était, où le géotextile était mis en place. Il peut y avoir aussi le coupe à répétition de la fragmite ou aussi le pliage. Et à certains endroits où on a planté directement dans le fragmite. Donc, pas comme la photo initiale, mais la densité de fragmite, c'est très variable. Et on a observé que naturellement, où le fragmite n'est pas très dense, il y avait des arbres. Donc, on a voulu voir si dans certaines circonstances, on peut planter directement dedans, peut-être le fragmite pourrait protéger. Et les expériences avec les monocultures et les polycultures. Prochaine. Donc, les patrons de différentes expériences se ressemblent un peu à ça dans les territoires avec les différents réplicas. Donc, on peut répéter toutes les différentes expériences. Et quelque chose que la première fois que j'ai rencontré les gens, il a dit comme, est-ce que vous allez faire une expérience jusqu'à pendant 10 ans, même si on voit que c'est un échec? Et on a eu certaines discussions pour dire non, c'est pas une bonne idée, on devrait avoir une approche adaptative dès qu'on sait qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qu'on va l'adapter. Prochaine. Donc, évidemment, et cette photo revient, le maire de la fragmite, qu'est-ce que c'est l'air dedans ou quand on cache nos véhicules dans le fragmite. Donc, la problématique était assez évidente. Prochaine. Et là, on a nos différents traitements, soit le coupe, le pliage, le géotextile, la création des bouts et géotextiles, la plantation directe dans le fragmite. Prochaine. Des fois, il y avait des genres de paradoxes où on dit comme ça devrait être super facile d'instaurer une forêt ici, le terrain est ouvert, il n'y a pas de compétition. Donc, prochaine. On peut poser la question, mais c'était décapé, ouvert depuis 30 ans. Donc, s'il n'y a pas d'arbres qui sont régénérés naturellement, peut-être qu'il y a un problème. Et là, on invite d'autres experts à venir sur le site. Prochaine diapo. Ils ont déterré quelques semis qui ont commencé de pousser pour voir que ceux qui poussaient dans les plaines, il y avait des systèmes racinaires qui étaient très imaginés par le fait que la nappe phréatique monte et descend et ces semis, probablement, ils ne s'établiront jamais, tandis qu'on veut un système racinaire beaucoup plus développé. Donc, l'importance de s'assurer que les arbres peuvent avoir le pied hors de l'eau ou un drainage. Prochaine diapo. Ce qui a amené à créer ces bouts et sillons pour créer cette microtopographie pour favoriser les arbres. Et l'image en bas qui suggère juste qu'on a fait cela en dispositif expérimental pour pouvoir suivre dans l'avenir quels différents traitements étaient qui avaient le plus de succès. Prochaine diapo. Une autre chose, quand on se promenait sur le site, on a vu que des traces de chevreuil, donc l'image prise en noirceur d'un chevreuil qui brute. Donc ça, c'est quelque chose qu'on s'attendait et on disait qu'on sait qu'il y a certaines espèces comme le thuya qui sont très vulnérables à le brutage par les chevreuils et il a fallu protéger ces espèces. Dans la littérature et selon les expériences des gens, on dit comme les chevreuils n'aiment pas manger les épinettes ou le sapin à part sur l'île d'Anticosti. Donc, c'est une espèce qu'on aura moins besoin de protéger. Prochaine diapo.
Mais ce qu'on ne s'attendait pas, c'est qu'il y a d'autres herbivores, et Régent, il a déjà mentionné les lièvres, les lapins. Donc, ces bêtes sont des vrais monstres et ils sont prêts à manger presque n'importe quoi. Et ils ont mangé nos épinettes et nos sapins. Donc, j'ai eu une autre appréciation des lièvres et les lapins, un peu comme Monty Python quand il y a les méchants lièvres qui attaquent les soldats. Prochaine diapo. Donc, le brutage, on voit vraiment que tu peux avoir un effet. Sur presque 15 000 semis plantés, plus de la moitié ont été protégés, ceux qu'on a jugés vulnérables au chevreuil. Mais parmi le reste, il y a 2000 qui sont morts et un autre 2000 qui ont dépéri, qui poussent moins bien à cause de problèmes avec tous ces herbivores sur le site. On a discuté, peut-être si on avait discuté plus avec les gens, comme les gens tout au début, on aura appris qu'il y a toutes sortes d'autres menaces, ou peut-être ces autres menaces viennent aussi après la plantation parce qu'ils sentent qu'il y a un buffet qui était préparé pour eux autres. Prochaine diapo. Donc, l'importance de bien protéger et les semis qui sont bien protégés pour une bonne taux de survie. Ceux qui n'ont pas été protégés, c'est toute autre histoire. Prochaine diapo. Ici, je veux juste présenter quelques résultats. Il y a peut-être des gens qui sont plus habitués avec ce genre de figures et de graphiques. On a des couleurs, différentes couleurs, des barres qui sont liées à différentes espèces. Ici, on en présente 3. L'acerubrum, l'érable rouge. On présente le mélèze ou le Larix léracina, le mélèze, et le peuplier deltoïdes. Et une des hypothèses, c'était que sur le site, naturellement, on trouve l'érable rouge et le mélèze. Donc, ces espèces devraient potentiellement fonctionner mieux que des espèces à croissance rapide comme le peuplier, qui n'a pas été naturellement trouvé sur le site, qui pourrait être ailleurs dans les environnements. Et on a testé aussi en bas sur l'axe X les différents traitements des buts avec les sillons et le casseur de rhizome, le coupe de fragmites, les géotextiles et aucun traitement. Et on voit que quand il n'y a pas aucun traitement, le taux de mortalité des semis de toutes les espèces était plus élevé que dans d'autres traitements. Ce qui était intéressant, c'était parce que ce n'est pas nécessairement à cause de la compétition avec le fragmite, mais le brutage où les planteurs ont promené dans le fragmite pour planter, les chevreuils, les lièvres, les lapins, ils ont suivi leurs traces et juste comme bonbon là, et beaucoup de problèmes. Donc, les espèces qui sont les plus problématiques sont le bleu pâle, le peuplier deltoïdes, et beaucoup mieux taux de survie chez le Larix et l'érable. Et de façon intéressante, les buts et les sciams, c'est pas ça qui était attendu, c'était le traitement le plus efficace pour la survie de ces plantes-là. Prochaine diapo. Et d'autres résultats, juste pour dire, comme quand on a comparé les polycultures, les mélanges avec les monocultures, et les polycultures, il y avait généralement un meilleur taux de survie, mais pas toujours. Et suggère que on devrait bien planifier nos expériences et réfléchir à les types de menaces qui sont sur les sites dans la planification, ou peut-être aussi, il y a différentes échelles de mélange qui pourraient être mieux suivant notre échelle de tester les affaires étaient très petites. Prochaine diapo. Donc on va juste arrêter avec les figures de résultats, juste comme quelques conclusions. La première partie pour les espèces, c'était ceux qui sont déjà présents sur le site avaient les meilleurs taux de survie. Les buts étaient un des traitements les plus efficaces. Donc, casser les rhizomes, au moins dans les sols organiques, c'était un bon traitement.
les géotextiles, c'est très fonctionnel, mais il y a le problème que le géotextile reste sur place jusqu'à on le retire. Donc, comment est-ce qu'on va le retirer, à quel moment? Donc, il y a des questions qui demeurent. Et on peut continuer. Donc, comme Régent a mentionné, on veut passer aussi de la renaturalisation, l'aménagement aux travaux qui sont plus risqués. Et ça, c'était vraiment fait en partenariat avec les gens de la fiducie pour dire comme qu'est-ce qu'on peut faire et comment est-ce qu'on peut expérimenter ou évaluer quel traitement fonctionne. Prochaine diapo. Donc, on pose les questions, comment est-ce qu'on peut recréer une tourbière ouverte dans un milieu envahi par le fragmite? Quelles espèces devraient-on s'implanter en termes d'arbustes ou mousses? Quel mélange sera pertinent? Comment est-ce qu'on peut faire toutes les choses? Est-ce qu'on peut créer les microtopographies? Donc, beaucoup de questions qu'on a échangées avec nos partenaires pour développer un design expérimental. Prochaine diapo. Donc, on enlève avec l'aide de la fiducie et les opérateurs, le fragmite, la partie aérienne au moins, poser les géotextiles. Et la question, combien de temps aussi doit-on laisser le géotextile avant que le risque de réenvahissement de fragmite est parti, donc partie de les expériences? On n'a pas encore des résultats. Prochaine diapo. OK. Donc, il y a un diapo peut-être qui ne se ment pas, mais qui est juste comment on a instauré un design expérimental pour pouvoir tester toutes ces affaires-là grâce à la discussion avec les gens. Donc, un suivi qui devrait nous permettre de répondre à certaines de nos questions communes. OK, Régent? Oui, je pense que j'ai perdu une diapositive dans le cours des mises à jour. Bien, en parallèle à la recherche, il y a des indicateurs que la fiducie suit sur l'ensemble de ces propriétés qui sont appliquées là, comme les insectes, les oiseaux, les chauves-souris. Et il y a des choses spécifiques qu'on a ajoutées sur ce terrain-là, comme les amphibiens, à la fois avec ici un appareil importé d'Europe qui s'appelle l'Amphicapt. Également l'écoute des anours, la physico-chimie dans les étangs, des inventaires de pistes en hiver, suivi des salamandres avec des plaquettes de bois et une série d'autres facteurs. Également, chaque arbre qui est planté dans la restauration est identifié et géoréférencé individuellement, ainsi que son état. Donc, ça donne une carte, comme vous voyez, où est-ce qu'on peut, dans ce cas-ci, c'est juste mort-vivant ou brouté repousse là, qui est identifié. Mais on peut également sortir une carte par essence. Chose importante, c'est que c'est pas parce qu'un milieu est envahi par des espèces envahissantes, puis dans le cas du fragmite, là, on a vraiment l'impression que c'est une monoculture, mais ce ne sont pas des déserts écologiques. Puis dans ce cas-ci, on voit que les lièvres, les lapins se retrouvent dans le fragmite parce que c'est là qu'ils ont du couvert, qu'ils sont à l'abri des coyotes. Donc, c'est pas ça qu'on a fait, mais si on avait choisi, on enlève tout le fragmite, puis après ça, on implante de la végétation, ben, on aurait eu un effet négatif parce qu'on aurait enlevé tout l'abri. Fort heureusement, on n'a pas cette efficacité-là. Là, on en a pour probablement des décennies à restaurer ce terrain-là. Donc, il va rester des abris de fragmite pour un certain temps. Dan en a parlé tantôt, l'importance que la recherche les résultats de la recherche soient appliqués à mesure dans les travaux, la restauration et diffusés à la communauté.
pour qu'on puisse s'ajuster puis faire bénéficier de la communauté des nouvelles connaissances. Donc, avec les écoles primaires, secondaires, les cégeps, les universités, il y a régulièrement des activités, soit en classe ou sur le terrain, également avec des groupes de scouts. Ici, on a une sortie en hiver pour identifier des pistes avec des élèves de secondaire 1. Une des choses importantes dans l'application de la recherche, c'est le pliage de tiges, qui est quelque chose qui est peu expérimenté, qui est prometteur. On ne peut pas nécessairement dire on ne fait que ça. Le contrôle d'espèces envahissantes, ça implique une combinaison de techniques, mais si vous avez une comparaison là, ici, avant, après, donc, ce n'est pas avant maringouin, après maringouin, là, mais c'est bien avant et après pliage de tiges de phragmites. Et si on prend cette technique-là et on l'applique à grande échelle, parce qu'on travaille sur plusieurs hectares, donc là, ici, vous avez un système manuel qui a été développé par des élèves de secondaire 4, qui est un beau clin d'œil aux pneus qu'on a enlevés de là. Ici, c'est dans l'entrisque, ici, dans le phragmite. Donc, c'est un travail qu'on peut faire à, on va dire, le rough, excusez l'anglicisme, au rouleau à gazon comme ça, tiré par un VTT. Et ensuite, la finition qui se fait soit au pied ou à la raquette. Donc, on voit ici une armée d'élèves du secondaire qui s'attaquent à la finition. Il y a également un parcours qu'on a implanté, donc soit l'histoire naturelle ou les résultats de la recherche pour que les visiteurs puissent en bénéficier. C'était un peu fatigant pour les personnes de tenir des pancartes, donc on a eu la bonne idée de les placer sur des piquets. Comme ça, on n'est pas toujours obligé de tenir des pancartes, puis elles peuvent être là 12 mois par année. Oui, juste avant de continuer, j'ai une question. Est-ce que la technique du pliage-roulage a encore un effet l'été suivant? C'est un peu tôt pour le dire, mais ce que je veux vous dire, c'est selon nos observations, ça dépend des endroits. C'est une technique qu'on applique là et qu'on a commencé à appliquer à d'autres endroits avec des pliages répétés plutôt que des pliages uniques. Donc, ça semble prometteur, mais il faut voir ça comme un œuf qu'on ajoute dans le panier et non pas l'œuf qui demeure dans le panier. Et peut-être juste pour rajouter, où on a planté les arbres, où l'objectif, c'est de dégager de l'espace pour les arbres, ça semble être aussi prometteur parce que même s'il y a quelques tiges qui poussent et redressent, c'est pas de même densité qu'avant, donc ça pourrait favoriser les arbres. Donc, il faut, je pense, toujours en termes de restauration et d'autres, il faut revenir à nos objectifs. Donc, d'aider l'établissement d'une couvert au-delà de juste éradiquer ou éliminer le phragmite, ça peut être une très bonne technique. Oui, et ça, ce que Dan dit, ça nous amène à constater que probablement l'outil le plus important dans la restauration, dans un cas comme celui-ci, c'est le temps. C'est-à-dire qu'on met en place, dans ce cas-ci, à la fois le réaménagement du terrain et les essences avec leur, excusez le terme, leur kit de protection. Et là, c'est le temps qui passe, la croissance des arbres qui va donner naissance au milieu là, sur probablement il faut penser ça en termes de décennies. Donc, ce que Dan dit, là, que ces opérations-là de pliage et qui deviennent à grande échelle de l'écrasage, le but, c'est pas nécessairement de contrôler la plante, mais c'est vraiment de la tenir au sol pour favoriser la croissance des arbres et des arbustes. Ça nous amène sur la notion de double connectivité. Ici, vous avez le boisé des terres noires, là, le numéro 2, avec d'autres noyaux de conservation. C'est un exercice qu'on a fait pour pouvoir évaluer sur la base des oiseaux forestiers
quelle est la connectivité qu'il y a entre le boisé des terres noires et les autres écosystèmes qu'on a identifiés dans les basses terres de la Naudière. Et ça nous permet de pouvoir commencer à planifier pas juste de la conservation à l'intérieur des noyaux, mais de la conservation et des ententes avec des propriétaires entre les noyaux. Donc ça, c'est le premier aspect de la connectivité, mais celui qui est probablement tout aussi important, ne serait-ce que pour assurer de la relève pour faire le premier, c'est la connectivité. Dans ce cas-ci, entre les écoles, il y a en particulier 2 écoles avec lesquelles on travaille, l'école secondaire Paul Arsenault et l'école primaire Saint-Louis, qui sont à 4 km du boisé des terres noires. Mais disons que ça ne se marche pas facilement pour des élèves. Donc, ça se fait en autobus scolaire, ce qui fait qu'on va en classe pour donner des notions d'écologie, de présentation sur la faune et la flore. Et ensuite, les élèves vont sur le terrain, soit pour pouvoir poursuivre la connaissance ou participer directement aux travaux. Maintenant, le futur de la restauration, parce que, comme vous pouvez vous imaginer, ce n'est qu'un début. Ceux qui ont vu le film La Constance du jardinier, ben c'est ça, la constance au fil des années. Donc, les enjeux, c'est d'être capable de poursuivre le travail et s'approcher de la restauration, viser à rétablir le milieu d'origine qui est une tourbière arbustive dans ce qui demeure une mer de phragmites et d'autres espèces exotiques envahissantes, de garder le dessus, de préserver les acquis d'entretien, garder les efforts pour protéger les plantations. Il faut constamment remplacer des protecteurs, puis les hausser ou les enlever. Et comme on le dit, d'appliquer, d'ajuster les concepts et les méthodes selon les résultats de la recherche. En matière de connectivité, bien, de développer des ententes avec des propriétaires limitrophes, soit pour protéger leur terrain ou développer des connexions et poursuivre le programme éducatif pour que l'espèce humaine puisse continuer à bénéficier puis à apprendre à aimer des milieux comme celui-ci. Dan? Oui, et en termes des enjeux de recherche, à part de continuer les expériences de restauration après la renaturalisation, donc avec les mousses, les bryophytes et les arbustes, c'était aussi de penser, on a observé et Régent a noté d'autres espèces envahissantes, mais le nez prune, le plus qu'on travaille quand le fragmite, le nez prune semble profiter de ce qu'on fait, donc on ne veut pas échapper le ballon et on doit expérimenter d'autres techniques de lutte contre le nez prune. C'est toute notre bête et on est en train de l'apprendre, d'apprivoiser et implémenter les différents traitements. Et on peut en parler plus longuement de cette expérience qu'on met en place et on va continuer de mettre en place dans les années à venir. Et aussi, il y a une zone qu'on n'a pas parlé beaucoup, mais je pense que les gens au début, ils ont dit que c'est plus que 30 hectares de boisé de terre noire. Il y a une bonne partie qui est couverte par une forêt de bétulées grises qui, pour l'instant, donne un peu d'ombre et il y a des fragmites qu'on voit en dessus, mais ce n'est pas très dense. On sait par contre que cette bétulée grise, le bouleau gris, c'était une espèce qui n'a pas une grande longévité. Donc, à un moment donné, ça va partir. Et quand Régent a parlé de le jeu de temps, on sait que ce n'est pas le parti prioritaire de traitement, mais on ne peut pas l'ignorer non plus. Donc, dans nos objectifs d'avenir, c'est de penser comment est-ce qu'on peut transiter cette forêt vers un autre type de forêt et encore une fois, pas échapper le ballon vis-à-vis les espèces envahissantes. Donc, d'autres projets à développer et des discussions avec tous les partenaires à tous les niveaux, ça va être très intéressant si on veut gagner dans notre approche.
Donc, c'est tout. Je pense. Un peu les questions. Oui, mais je regarde l'heure. Je pense qu'on est bien rentré dans notre temps. Si vous le permettez, pendant qu'il y a des questions, simplement passer un vidéo là, qui est pris par drone là, qui va pouvoir passer par-dessus parce que je vais être certain qu'on ne manque pas de temps. Donc, on serait heureux d'avoir vos questions. Donc, on vous invite à écrire vos questions dans la boîte à chat. Donc, entre-temps, je peux commenter le vidéo là, qui a été pris par drone l'année suivant les travaux, en fait, l'année des travaux. On peut voir les mares ici, deviner les pourtours qui, eux, sont maintenus en fragmite. On n'intervient pas dedans parce que c'est un dispositif avec différentes densités pour pouvoir voir comment elles interagissent avec le fragmite. On peut voir ici dans un autre secteur une des mares. Ici, c'est l'amphicap qui est placé de côté. Avec on mesure la productivité des amphibiens dans les mares. On a placé des arbres morts comme substrat pour la reproduction des amphibiens pour qu'ils puissent accrocher leurs œufs. Ici, on est dans la grande mare où est-ce qu'on peut voir l'îlot au centre avec la partie en périphérie. Donc, il y a eu Et en survol, le bétulé grise aussi. Oui, tout ça, c'est en bétulé. Et le rendu ici, là, on est, ce que Dan a montré tantôt, là, la membrane à continu, c'est ce secteur-là. Donc là, on est vraiment rendu à tenter de rétablir de la tourbière arbustive à cet endroit-là. On peut voir au loin, là, on est directement à côté sur les champs agricoles ici. Moi, j'ai quelques questions qui sont apparues. Donc, on a une question de Thibault. Est-ce que la fragmite pourrait avoir un intérêt dans sa récupération? Donc, exemple, faire de la paille ou l'utiliser pour isoler les maisons, etc. Oui, bien, c'est utilisé en Europe pour fabriquer des toits. Ici, c'était plutôt je crois, l'aspartine qui était utilisée pour des toits de chaume. Mais on a comme projet, on travaille avec une classe de secondaire 4 qui sont des élèves en entrepreneuriat. Puis, on a commencé à discuter de l'idée qu'on pourrait expérimenter, faire un abri temporaire avec un toit de chaume. On a également eu une approche de quelqu'un de l'extérieur qui voulait faire la même chose, mais ne voulait pas travailler sur le site. Donc, ça nécessitait de transporter du fragmite en grande quantité hors du site. Donc, ça, pour l'instant, ben, ça pourrait se faire, mais pour l'instant, on préférait garder des activités sur le site. Mais oui, il y a de l'avenir possiblement. Et peut-être ailleurs, biomasse, peut-être pas de l'énergie. On a sur une ferme biologique, on a utilisé le fragmite comme paillis parce que les fermiers disent qu'il n'y a pas de danger que le fragmite va en vieillir parce qu'on continue de travailler le sol. Donc, je pense que créativité, c'est de la mise avec une espèce si abondante. Donc, on a une autre question. Quel type de membrane avez-vous utilisé et pourquoi prévoyez-vous la retirer seulement après 1 an? Ben, en fait, il y avait une diapositive là, qui parlait du retrait 1 an. En pratique, on pourrait retirer des membranes plus rapidement. Il faut faire la différence entre
paillis autour des arbres et des membranes de grande surface. Je vous dirais de manière plus large dans les projets d'aménagement qu'on fait à différents endroits. Là. Je ne vais pas nécessairement parler des travaux de la fiducie. Dans les travaux auxquels on collabore, nos premières membranes, on les a installées en 2012. C'est la membrane Géoroute, qui est une membrane qui est utilisée en voirie, qui est extrêmement résistante. On peut passer dessus avec des pelles mécaniques, même presque danser le twist avant qu'elle déchire. Et à date, on n'a retiré aucune membrane. Donc, il faut penser que ces membranes-là sont là pour plusieurs années, mais l'idée, c'est de les enlever un jour puisqu'elles ne sont pas biodégradables. Oui, et c'est ça, et les plantations qu'on a fait en 2016, toutes les membranes sont toujours sur place. Le questionnement était par rapport à l'établissement de bryophytes. Après combien d'années est-ce qu'on retire toutes ou juste une partie pour permettre les bryophytes s'installer? Mais parce que c'est biodégrade pas, c'est un problème qu'on ne veut pas nécessairement laisser en perpétuité si on veut restaurer ou renaturaliser un site. Une autre question de Audrey. Est-ce que des sentiers ont été donc aménagés? Non, il n'y a pas de sentier qui a été aménagé. Là. Ce qu'on utilise, c'est des sentiers qui étaient existants au départ. Donc, dans le fond, c'est essentiellement une voie de circulation qui est au centre, qui est est-ouest. Puis, après ça, ben, il y a des sentiers informels parce que pour les travaux, on se déplace souvent et il y a de plus en plus de gens qui fréquentent le site. Et il y a des sentiers informels. Fait qu'on a cette idée-là de placer des piquets, peut-être avec juste des repères pour guider les gens sur ce que seraient des sentiers informels. Et à date, tout ce qu'il y a en place, c'est le sentier principal là, au centre, où est-ce que les gens circulent, puis quand on a besoin d'utiliser un VTT pour transporter du matériel, ben, c'est par là qu'on passe. Et on a encore d'autres questions. Donc, une question de Lucie. Donc, avez-vous une bonne collaboration des propriétaires environnants et comment vous faites pour les contacter? Ben, on les contacte formellement et informellement. Donc, pour se rendre là, il faut passer à travers des champs agricoles, ce qui fait que on a souvent juste à discuter avec les producteurs ou à attendre que le tracteur passe. Donc, on a des discussions informelles, mais on a également des prises de contact avec les propriétaires limitrophes. Et ça, c'est un travail à long terme pour pouvoir avoir la possibilité de développer des servitudes de conservation, possiblement des donations de terrain pour venir agrandir la propriété protégée, qui est protégée présentement. Donc, il y a des discussions, on va dire, à deux niveaux. Et on a eu la même expérience quand on a commencé, que les gens sont curieux, des fois sceptiques, et les discussions qu'on a eues par rapport à expérimenter et qu'on n'était pas les méchants, que les gens étaient vraiment à notre expérience intéressés à apprendre, à comprendre pourquoi on fait certaines choses. Donc, on a eu les excellents contacts avec les gens. Des fois, les fermiers qui ont juste expliqué où on a été stationné, c'était pas, ça pourrait compromettre certains de leurs travaux. Donc, tout de suite, on organise d'autres choses. La fiducie qui a créé un stationnement ou une aire qu'on appelle le stationnement pour pas empêcher les travailleurs. Donc, souvent très informel, comme Régent a dit, mais ça fonctionne très bien. On a une question de Thibault sur les inventaires. Donc, faites-vous des inventaires acoustiques sur ce terrain pour répertorier des espèces? Il y a à la fois dans les suivis standards de la fiducie sur l'ensemble de ses propriétés et à des fins de recherche, il y a des inventaires pour les chauves-souris. Donc, ce sont les seuls inventaires acoustiques. Les deux autres inventaires, je ne pense pas en oublier, qui
qui se font au son, c'est l'écoute des chants d'anneaux pour avoir une intensité du signal. Et les oiseaux nicheurs, à la fois durant l'été, puis pour les hiboux durant l'hiver. Donc, ça se fait avec nos oreilles. Et on commence à voir les résultats qui devraient sortir qu'il y a une différence entre les insectes qui passent par-dessus les tales de phragmites versus les zones où il n'y a pas de phragmites et que ça a une influence sur les chauves-souris. Donc, ça va être intéressant. Je pense que les gens aussi, pour les amphibiennes qui chantent, depuis 2015-16 et aujourd'hui, ça a changé de façon remarquable avec toutes les mares et les temps qu'ils ont installés. D'ailleurs, Dan, une étudiante qui travaille avec toi, et là, on déborde du boisé des terres noires, là, qui travaille spécifiquement là-dessus. Oui. Et donc, juste une dernière question donc, de Brice. Donc, est-ce que les sentiers informels sont une problématique sur le terrain? Et si oui, est-ce que vous avez une stratégie pour y répondre? Ben, en fait, la stratégie, là, je vous dirais que les sentiers sont dans le phragmite. Alors, idéalement, pour l'instant, pour pouvoir garder le phragmite au sol le temps que les plantations puissent s'installer, on aura un très, très grand sentier partout, puisque ce qu'on applique, c'est le pliage de tiges avec soit au pied ou à la raquette ou au rouleau à gazon, comme on a vu. Et là, on a des corvées de sortie. C'est un peu plus compliqué avec la COVID présentement. Là, on fait ça, on va dire, plus avec parcimonie. Mais l'idée, là, c'est qu'il n'y aurait pas une tige de phragmite qui ne serait pas marchée dessus durant l'année. Donc, pour l'instant, les sentiers, ce n'est pas un problème, c'est une solution. Mais à très long terme, on a des plans pour avoir des sentiers informels, puis également jumelés avec un terrain qui est limitrophe, qui appartient à la municipalité pour pouvoir créer un plan d'accessibilité qui serait plus formel. Peut-être la seule chose que je peux ajouter, c'est le problème qu'on a eu avec les sentiers informels, c'est qu'on a planté direct dans le phragmite et j'ai mentionné que les animaux ont suivi nos sentiers et brûlé toutes les plantes qu'on a mis au sol. Donc, ça, c'était notre expérience. C'était pas avec les êtres humains, mais avec d'autres visiteurs qui ont implanté nos sentiers. Suivez le guide, comme on dit. Oui. Ben, c'est la question. Ben, merci beaucoup. On est choyés que vous preniez votre heure de dîner pour nous écouter. Oui, effectivement. Puis merci beaucoup à vous d'être venu faire cette présentation. C'est beaucoup apprécié, c'était vraiment intéressant. Moi, en tout cas, moi, personnellement, j'ai beaucoup appris. Je suis très engagée, j'ai beaucoup aimé ça. Donc, merci beaucoup d'être venu. Et donc, juste avant de se quitter, juste quelques informations sur un peu la programmation du RMN dans le prochain mois. Donc, il y a les ateliers sur la conservation dans lesquels le RMN voyons, j'ai oublié mon mot, est impliqué dans la programmation. Donc, c'est un grand rassemblement des acteurs de la conservation au Québec. Donc, cette année, les ateliers se donnent virtuellement. Donc, ça va être le 16 et 17 février, donc en avant-midi, et aussi le 23 et 24 février. Donc, on vous invite à aller sur le site des ateliers sur la conservation pour voir la programmation. Et il est aussi encore possible de s'inscrire via le formulaire d'inscription en ligne. Et bien sûr, il va y avoir un autre webinaire Midi Conservation le 24 février, de midi à 13h, comme d'habitude. Et vous pouvez vous inscrire sur notre site web éventuellement. Donc, restez à l'affût. Toutes les informations sur ce webinaire vont sortir prochainement. Donc voilà, c'est tout pour les informations. Et encore une fois, Régent, Daniel, merci beaucoup pour la présentation aujourd'hui. Merci, Laura. Merci. Merci.